Merci beaucoup d'être présent cet après-midi. Donc, je suis Noémie Benayoun de l'agence ALCA. Je suis ici présente avec certains de mes collègues de la commission du film et du fonds de soutien que je remercie. ALCA, c'est l'agence culturelle Libre et Cinéma de la région Nouvelle-Aquitaine. Et régulièrement, au cours de l'année, on propose des temps professionnels, d'échanges à destination des professionnels, mais qu'aussi on construit avec eux. Donc c'est le cas pour cet après-midi, où on a construit ce temps avec le collectif de la Tribune des auteurs et Naïs. Et puis on s'attache à aller réfléchir et questionner des endroits qui justement questionnent la profession. Et donc aujourd'hui, cette table ronde est dédiée à la production légère. Jean-Raymond Garcia, qui va modérer la table ronde, vous présentera tous les intervenants, que je remercie d'être présents. Et puis je voulais aussi remercier le festival de nous accueillir, parce que ça fait maintenant quelques temps qu'on essaie d'avoir des temps dédiés aux auteurs, justement pendant le festival de Brive, puisque c'est un festival qui est porté par la SRF, et donc on a d'ailleurs 2 représentants de la SRF autour de la table aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est que aussi vous puissiez réagir, questionner pendant la table ronde sur ce qui pourrait être dit. Et voilà. Jean-Raymond, je te laisse la parole. Merci. Je vous présenterai au fur et à mesure, ce sera plus simple, puisque c'est Justine Gustin qui est avec nous en visio depuis Bruxelles. Bonjour Justine, qui va entamer cette table ronde consacrée à la production légère, comme le disait à l'instant Noémie, qui a été élaborée par Naïs, la Tribune des auteurs, et le concours d'ALCA. J'ai passé pas mal de temps avec Justine en visio pour préparer cette table ronde. C'est tout à fait passionnant ce que ont à nous communiquer, échanger avec nous nos amis belges. En 2 mots, l'appel à projet production légère existe en Belgique depuis 8 années désormais, et je laisse le soin à Justine de vous le présenter. Merci de m'accueillir aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire un petit signe. Il faut que je parle plus fort. Okay. Non, c'est très bien. Il n'y a aucun souci. Okay. Parfait, super. Donc je m'appelle Justine Gustin, je travaille pour le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un peu rébarbatif comme ça, mais c'est intéressant de rappeler qu'en Belgique, on a une situation un peu particulière au niveau de la culture parce qu'elle est communautarisée. Vous savez qu'on parle, en vérité, on parle 3 langues en Belgique, le néerlandais, le français, et on a une petite région germanophone également. Mais donc on a vraiment 2 cultures très distinctes, en fait, qui sont liées aux 2 langues majoritaires qui sont parlées dans notre pays. Donc au nord, le néerlandais, au sud du pays, et à Bruxelles. Bruxelles est bilingue, véritablement, le français. Donc moi, je travaille pour le ministère de la Culture, qui couvre la partie francophone du pays. C'est-à-dire qu'on a une très petite région. C'est intéressant de le rappeler parce que ça a pas mal d'impact sur les guichets financiers disponibles pour les aides au cinéma et à l'audiovisuel en général. Et donc, je travaille pour la commission du cinéma, qui est un peu l'équivalent du CNC chez vous, je dirais, donc qui propose des aides structurelles à tout format, long métrage, court métrage, documentaire, enfin, vous voyez de quel type de dispositif je veux parler. Et donc en 2017, on a une situation, alors l'initiative a été lancée parce qu'on a eu, on arrivait à la fin de l'année budgétaire, c'est assez prosaïque mais c'est ça, il restait un peu d'argent, il restait 400 000 € qui n'avaient pas été engagés. Et on s'est dit, alors, pour être 100% honnête, moi je n'étais pas encore à la commission à cette époque-là, mais donc mes collègues de l'administration ont réfléchi à ce qu'ils pourraient faire avec cet argent, sachant que ça faisait un moment qu'il y avait un constat qui avait été posé sur les grandes difficultés que rencontraient les auteurs-réalisateurs pour lancer leur premier film, leur premier long métrage de fiction, hors animation, je précise évidemment. Et donc, il y avait un peu un double constat, c'est qu'il y avait d'un côté des auteurs-réalisateurs qui parvenaient à avoir un financement auprès du Centre du cinéma, qui est en fait
un peu le premier socle de financement que vous pouvez venir chercher en Belgique francophone. Et puis, la réalité chez nous, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de guichets de financement. Vous avez quelques fonds régionaux, vous avez tax shelter, et c'est à peu près tout. Et donc, en général, il faut se lancer dans une configuration de coproduction avec la France très souvent, mais pas que, avec le Luxembourg, la Suisse, que sais-je. Mais donc, ça entraînait des temps de développement et de recherche de financement qui étaient extrêmement longs et pendant lesquels les jeunes auteurs tendaient à s'épuiser. À coup de réécriture successive en fonction de je ne sais quel guichet qu'il fallait aller chercher, etc. Et ça faisait au final vraiment des auto-réalisateurs qui s'épuisaient et puis des films qui parfois perdaient un peu de la pulsion première parce que c'était compliqué en fait d'arriver in fine à rassembler les financements et à faire le film qui avait été imaginé au début. Ça c'était un constat. Et en face de ça, il y avait le constat qu'il y avait des auteurs, réalisateurs et des autrices réalisatrices qui pratiquaient un cinéma qui était peut-être un peu, disons, hors cadre, ou en tout cas qui ne s'inscrivait pas dans le sacro-saint scénario, continuité dialoguée, disons, classique, sans aucun jugement de valeur, évidemment, mais qui, du coup, ne parvenaient pas à venir chercher des financements à la commission du cinéma, parce qu'en fait, voilà, ils avaient une pratique alternative, que ce soit uniquement des traitements longs, ou un travail de répétition avec des comédiens, par exemple, ce genre de choses, et donc ils n'arrivaient pas à être soutenus. Et sur base un peu de ces deux constats, on a fait la proposition de cet appel à projet production légère. Alors, pour répondre aux deux constats que je viens de faire, je vais développer deux éléments qui sont importants par rapport à cet appel à projet qui est donc lancé une seule fois par an. C'est que, un, les films doivent être terminés et une copie doit être rendue à l'administration dans les 24 mois suivant la notification de l'aide. Donc on est dans une très très grande rapidité de réalisation. Ça c'était le premier cadre qu'on a imposé justement pour couper ces développements extrêmement longs. Et l'autre élément, c'est que quand vous sollicitez une aide dans le cadre de cet appel à projet, vous devez remettre uniquement un synopsis de 5 pages. Il n'y a pas de scénario, c'est un synopsis long et c'est tout. Ce qui permet, in fine, si l'auteur ou l'autrice décide de ne jamais passer par l'étape scénario, mais par en fait ce qu'il veut, peu importe, c'est OK pour nous. Il n'y aura jamais d'obligation à cet endroit-là. Donc c'est un peu les deux éléments peut-être particuliers de cet appel à projet-là spécifique. Et alors évidemment, production légère, qu'est-ce que ça implique? Il y a aussi toute une réflexion au niveau du financement, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des films qui en général ont des longs métrages de fiction qui sont souvent plutôt courts que longs, ça c'est sûr, mais qui ont des budgets globaux qui tournent autour de 350-400 000 euros. Donc on est sur des budgets qui sont extrêmement bas et on en est bien conscient. Alors la première chose qu'on va faire au niveau de l'analyse, alors quand je dis on, évidemment c'est pas moi je suis membre de l'administration, donc j'encadre cet appel à projet et puis j'analyse les projets en termes de recevabilité, mais le jury qui est mobilisé pour participer à la présélection et puis à la sélection des projets lauréats, le premier filtre qu'ils vont appliquer, c'est vraiment d'examiner si ces projets sont réalisables dans ce cadre budgétaire très spécifique. L'idée n'est évidemment pas de faire rentrer au chausse-pied un projet entre guillemets classique dans une configuration de production légère. Et donc c'est avoir très peu de personnages, très très peu de décors, idéalement un seul décor. Avoir une réflexion très spécifique sur la manière dont l'équipe technique va être sollicitée. Ça donne souvent des films qui travaillent d'une certaine hybridité, qui vont souvent emprunter aux techniques, disons, du documentaire, mais l'appliquer à la fiction pour travailler justement sur des équipes très très réduites. Voilà, pour s'assurer, évidemment, l'idée n'est pas que les gens ne soient pas payés ou qu'ils soient payés au lance-pierre. L'idée, c'est que les gens soient rémunérés au barème, et ça a aussi impliqué des réflexions dans le chef des producteurs, avec des propositions extrêmement transparentes et dans une logique assez collective de payer tout le monde au même salaire, enfin voilà, ce genre de démarche.
Je ne sais pas si je continue à parler toute seule ou s'il y a des questions plus spécifiques. Jean-Raymond, n'hésite pas à... Non, bien sûr. L'idée, c'est d'abord vous permettre aux cinéastes, aux techniciens, à Natacha, à Alex et Léonore d'intervenir directement. Aussi à la salle, aux réalisatrices et aux réalisateurs présents. Je pense qu'il y a peut-être des producteurs, je ne sais pas. Mais non, c'est vraiment l'interactivité. Les questions que je les ai, on les a abordées. Si vous êtes timide, je peux commencer, il n'y a aucun problème. Hein. Alors Natacha Séverin est directrice de la programmation du FIFIB et notamment le Festival international du film indépendant de Bordeaux qui a une section qui s'appelle Contrebande, dont elle nous dira un mot tout à l'heure. Natacha. Une question, Justine, enchantée. S'il ne réalise pas le film dans les 24 mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça est déjà arrivé? Est-ce que c'est une pression? Alors, il y a certains films qui parfois ont pris un peu de retard. En fait, ce qu'on fait, c'est que comme il y a entre 4 et 5 films qui sont aidés chaque année dans le cadre de ce dispositif spécifique, donc on essaie de les suivre. Je ne peux pas dire de les accompagner parce que d'ailleurs on n'a pas ce rôle-là, mais on essaie d'être au courant du développement des projets et de pouvoir éventuellement voir si, je pense par exemple, dernièrement, il y a un film qui s'appelle Sauvons les meubles, de Catherine Cosme. Et ça, c'est un film qui a pris, entre guillemets, un peu de retard parce qu'à un moment donné, la comédienne principale a eu un changement de planning et donc on peut envisager des délais, disons, un peu exceptionnels. Mais c'est vrai qu'on essaye de rester assez strict, je dirais, d'une certaine manière, sur essayer de tenir ce délai justement pour ne pas revenir dans ce truc où les projets s'essoufflent un peu, essayer de conserver cette espèce d'élan créatif premier et ce souffle premier. Mais donc jusque-là, on n'a pas eu de film qui ne s'est tout simplement pas fait. Il est arrivé qu'on octroie des délais supplémentaires avec des cas exceptionnels, soit pour une disponibilité de casting, il y avait aussi une comédienne pour un film d'heroic fantasy, une fille qui a fait du coup toute une préparation physique parce qu'il y avait des scènes de combat. Et en fait, elle s'est cassée le pied pendant ces scènes. Donc il y a eu un délai qui a été... Parce que voilà, il y avait vraiment que elle pour faire ce rôle et donc il y a un délai supplémentaire qui a été accordé, mais c'est plus dans une logique de cas exceptionnel, jusque-là en tout cas. Une question d'Alexandre Perrier, qui est à ma droite et producteur au sein de Kidam. Oui, merci. Je me demandais, il y a combien de dossiers de demandes qui sont déposés? Parce qu'il y a 4-5 qui sont reçus, mais sur combien est-ce que... Et la typologie des équipes qui présentent, est-ce que c'est les producteurs, c'est plutôt des jeunes producteurs, des jeunes réalisateurs, est-ce que c'est que des premières fictions? Alors, ça varie un peu d'une année à l'autre parce qu'on a aussi fait évoluer le cadre et les types de projets qui étaient recevables, mais je dirais qu'en général, on reçoit entre 25 oui, parfois, c'est allé jusque 30, entre 25 et 30 projets chaque année, et qu'on opère en général... Alors, il faut savoir que chez nous, à la commission cinéma, donc le dispositif, disons, classique, tous les projets qui sont déposés, on reçoit toutes les équipes en audition. Donc ça fait beaucoup de gens en audition. Ici, dans le cadre de l'appel à projet, si on reçoit beaucoup de projets, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une présélection uniquement sur base des dossiers. Et justement, avec l'analyse vraiment en termes de production, c'est-à-dire parfois il y a des projets qui ne sont pas retenus, qui sont super, mais où en fait les producteurs qui participent au jury disent mais ça c'est infaisable dans le cadre de justement cette réalité budgétaire très spécifique. Et donc en général, on reçoit en audition, je dirais, une quinzaine de projets pour pouvoir en sélectionner. Alors selon les années, on a eu des oscillations budgétaires et puis on a aussi au fil des années augmenté l'aide. Donc initialement c'était 100 000 €, puis c'est passé à 125 000 € et depuis l'année dernière c'est 150 000 €. Donc là, l'année dernière on a eu 4 lauréats à 150 000 €. Et sur la typologie des équipes, alors initialement c'était ouvert uniquement au premier long métrage de fiction. Pendant une période, on l'a ouvert à d'autres parce qu'on avait eu la demande de la part de réalisateurs qui avaient déjà un ou plusieurs longs métrages à leur actif de pouvoir investir ce territoire-là aussi de l'expérimentation en fiction, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc des gens comme Claude Schmitz ou Xavier Sauron
ont été aidés dans le cadre de cet appel à projet-là. Je dirais que même si, in fine, les films sont plutôt super, ça n'a pas toujours été une expérience évidente parce que voilà, c'était des réalisateurs qui avaient justement pu travailler dans un cadre classique, avec des équipes classiques. Et même s'ils avaient envie de passer par ce travail un peu plus hors cadre, disons, la réalité après sur le tournage était assez difficile pour eux, de ce qu'on a compris. Et donc on a décidé en 2024 de resserrer sur uniquement les premiers longs métrages de fiction. Et au niveau des maisons de production, en général effectivement on a soit des toutes jeunes maisons de production qui en fait se lancent même avec cet appel à projet, ou des gens qui ont peut-être uniquement des courts-métrages à leur actif et qui profitent aussi de cet appel à projet pour lancer leur premier long-métrage. Après, il y a certaines maisons de production comme Michigan Film ou Roue Libre qui avait accompagné les frères Guitt, ou Michigan qui ont accompagné Paloma Sermonday par exemple. Eux, je pense, ont très bien balisé le dispositif et donc reviennent peut-être une année sur deux avec un projet qui ne passe pas d'ailleurs, mais donc il y a certaines maisons de production, je pense, qui aiment bien ce dispositif et qui le travaillent très bien et accompagnent très bien leurs auteurs. Et puis il y a chaque année des nouvelles maisons de production qui arrivent et qui d'ailleurs sont soutenues dans le cadre de cet appel à projet aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des maisons de production très aguerries et puis qui sont présentes depuis des années et voilà, pour qui à mon avis c'est moins... Parce que on est très conscient d'une chose, c'est que la rémunération, même si elle existe, n'est pas très haute et que par ailleurs ça demande énormément de travail en termes de développement pour les maisons de production et en termes de travail pour les auteurs évidemment. Qui a des questions? Jonathan Choupac, Justine. Jonathan qui est réalisateur et membre du collège cours de la SRF. Est-ce que vous avez dû former, comment vous avez recruté les personnes qui siègent dans les commissions? Est-ce qu'au début, quand l'aide a été lancée, vous avez dû faire un travail de formation aux personnes pour apprendre à étudier des projets de production légère? Comment vous travaillez avec les personnes des commissions pour qu'ils arrivent à étudier ces projets-là, cette physionomie de projet, quoi? Juste une seconde, Justine, pour préciser la question de Jonathan, est-ce qu'il y a une distinction entre précisément la composition des commissions des aides à la production légère et celle de l'équivalent de l'avance sur recette chez vous? Est-ce que ce sont les mêmes profils de lectrices et de lecteurs ou au contraire vous avez là aussi hybridé, panaché la composition des comités? Alors effectivement, donc on ne prend pas, disons, pour la commission du cinéma, on a un groupe de 130 professionnels qui siègent pour des mandats de 5 ans. D'ailleurs, on est en train de la renouveler pour le moment, on est en train d'analyser les candidatures des gens qui ont postulé. Pour le jury de la production légère, c'est vraiment en dehors en fait de tout ce dispositif de la commission cinéma. Donc on va composer un jury spécifique chaque année. Alors, il n'y a pas eu de formation en tant que telle des membres. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller chercher des gens qui soient, alors maintenant, avec les années, moi j'essaye toujours d'avoir des gens, alors pas que, mais des gens qui eux-mêmes ont traversé l'expérience d'une production légère, notamment des producteurs, parce que c'est souvent eux qui sont les plus aguerris pour vraiment avoir une vision très claire de ce qui est faisable ou non dans ce cadre de production légère-là. Après, j'essaye d'avoir, alors, comme dans tout jury qu'on compose par ailleurs, on essaie toujours d'avoir un peu toutes les étapes, toutes les professions qui correspondent un peu à toutes les étapes de développement d'un film, donc bien sûr des auteurs, auto-réalisateurs, producteurs, des diffuseurs, donc on essaie toujours d'avoir un exploitant salle en Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis un vendeur international qui a éventuellement lui-même vendu à l'international une ou l'autre production légère, et qui va pouvoir aussi avoir un regard sur la question de la diffusion in fine. Et puis, ce qu'on essaie toujours de faire aussi, c'est d'inviter des gens peut-être encore plus, un peu hors cadre, des directeurs de théâtre ou de festivals, notamment des festivals consacrés à l'art. Enfin voilà, des gens qui vont aussi pouvoir peut-être un petit peu décaler le regard sur l'analyse des projets. Alors évidemment, il y a toujours une introduction spécifique et un rappel des critères et du cadre d'analyse.
Mais je ne peux pas dire qu'il y a une formation spécifique en tant que telle, non. Après, je pense qu'en Belgique francophone, la réalité des budgets très bas, il y a pas mal de producteurs et d'auteurs qui la connaissent malheureusement parce qu'on en avait pas mal discuté avec Jean-Raymond. Donc, à nouveau, on parle vraiment en termes de région pour monopoliser, disons, de l'argent. Et il y a une chose, c'est qu'en Belgique francophone, il n'y a pas d'argent du marché. Donc il y a peu de possibilités de financement. Donc on a beaucoup de producteurs qui ont une conscience de ce que c'est de produire avec peu d'argent, si je peux m'exprimer ainsi. On est d'accord. Justine, il y a évidemment un oral, il y a une audition des candidats et des candidates. Est-ce que c'est le binôme auteur-producteur qui se présente à vous comment ça se passe parce que sur 5, pour revenir sur la question de Jonathan, sur 5 pages, quand on a préparé cette table ronde, tu me disais que vous étiez aussi particulièrement attentif sur l'appréhension de nouvelles méthodes de travail, et tu faisais référence au réalisateur d'Une vie violente, si je ne dis pas de bêtises. Une vie démente, pardon. Une vie démente. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît? Oui, donc effectivement, les projets qui sont présélectionnés sont reçus dans le cadre d'auditions, qui sont évidemment hyper importantes et intéressantes, parce que comme il n'y a qu'un synopsis de 5 pages, c'est hyper important de pouvoir avoir une discussion pour pouvoir approfondir les envies des équipes et des auteurs-réalisateurs, mais aussi des producteurs, et de comment ils vont les accompagner et de comment le travail va être mené effectivement. En fait, comme moi j'ai l'habitude, tous les projets qu'on reçoit à la commission cinéma sont systématiquement reçus dans le cadre d'audition. Je pense que c'est vraiment une chose qu'on chérit pas mal ici en Belgique francophone, c'est d'avoir systématiquement des vraies discussions avec les équipes qui déposent des projets. Et l'idée n'est pas du tout de venir pitcher le projet. Voilà, les membres du jury, ils ont lu les propositions. L'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion et de pouvoir approfondir les intentions, les volontés artistiques, etc. Et c'est vrai que une chose qui intéresse très souvent, c'est de voir comment va être développé le film une fois que l'aide va être attribuée. Avec des exemples vraiment très très différents. Effectivement, Antimo et Raphaël Balboni, c'était vraiment... eux, c'était un exemple assez magique parce qu'eux ne parvenaient pas à avoir une aide à la commission du cinéma, parce qu'en fait, ils n'écrivent pas de scénario. Ou en tout cas, à ce moment-là, ils n'en écrivaient pas. Ils ont vraiment ce travail de traitement long qui est retravaillé au fur et à mesure de répétitions qu'ils font avec leurs comédiens et qui fait influencer comme ça le travail. Et donc ils essayaient d'une façon assez artificielle de faire des scénarios, puis ça ne marchait pas, quoi. Et à la production légère, c'est passé du premier coup. Et ça a donné Une vie démente. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film, mais c'est vraiment pour moi un véritable bijou, ce film. On sent la collaboration avec les comédiens d'une façon assez éblouissante. Et puis il y a eu toute une réflexion sur les lieux de tournage, sur la manière dont ils allaient pouvoir incarner aussi l'émotion et l'évolution psychologique des personnages par un décor qui tout d'un coup devient mouvant et s'adapte aux émotions des personnages, mais tout ça avec des moyens extrêmement réduits. Et ça allait évidemment avec des équipes techniques très très réduites, avec parfois uniquement des chefs de poste, avec même parfois des personnes clés qui n'étaient pas présentes tous les jours. Ça va vous paraître peut-être un peu bête, mais par exemple la chef maquilleuse, elle avait appris aux comédiens à se maquiller, et donc elle n'était pas là tous les jours présente sur le plateau, elle ne faisait que certains jours clés où il y avait des scènes importantes. Il y avait vraiment une réflexion extrêmement globale sur comment descendre les coûts, et justement, Anne et Raphaël, c'est des gens qui aiment travailler dans cette, j'allais dire économie, en tout cas configuration d'équipe-là. Des petites équipes et dans une sorte de très grande collaboration, et comme ils sont deux, ils ont aussi une capacité de travailler un peu, disons, différemment sur la gestion d'équipe. Et une fois qu'ils ont fait Une vie démente, en fait, le projet suivant, ils l'ont déposé à la commission cinéma et ils ont eu l'aide de suite. Donc ça leur a vraiment permis, en fait, aussi de montrer
c'était quoi leur cinéma, leur spécificité, et donc de tout d'un coup pouvoir, entre guillemets, rassurer les chemins plus classiques, et aussi de ne pas... Ça a aussi fait un peu bouger les lignes du côté de la commission cinéma, c'est qu'on a pu entendre aussi qu'il n'était peut-être pas nécessaire de venir avec un scénario hyper classique, et donc certains viennent parfois avec des formules un peu plus hybrides. Alors, on est conscient que la concurrence est extrêmement haute et qu'en vérité, c'est quand même souvent les projets avec des scénarios qui passent, mais en tout cas, quand il y a un premier film qui est là, qui existe, et qui montre quel type de cinéma est à l'œuvre, bah, ça aide quand même vachement. Voilà, ça c'est un exemple. Paloma Sermondaï qui a fait Il pleut dans la maison, vous avez peut-être vu aussi. C'est quelqu'un qui vient plutôt du documentaire initialement, et qui avait vraiment réfléchi son film aussi avec une collaboration avec les deux jeunes qu'elle met à l'écran, qui sont des comédiens non professionnels. Et donc il y a aussi une hybridité dans la captation, parce que les lieux qu'elle filme, ce sont les lieux où elle a grandi. Il y a quelque chose de l'ordre du documentaire. Et en même temps, par exemple, là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient été chercher un chef-op, Frédéric Noirom, qui a une filmographie hyper solide. Et donc, c'est aussi trouver parfois ces équilibres-là entre une très jeune réalisatrice, une équipe, voilà, parfois très novice, et puis quelques postes clés avec des profils très solides qui permettent aussi d'avoir un travail cohérent et qui va, in fine, fonctionner. Un élément aussi, vous me coupez si je parle trop. Alors, je t'interromps 30 secondes parce que j'ai à ma droite le coproducteur du film, Alexandre Perrier, qui a coproduit Il pleut dans ma maison. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette expérience-là ? Oui, on a coproduit avec Michigan, avec lequel on avait déjà fait plusieurs films, des films d'Emmanuel Mar, les films de Simon Gillard, et Paloma vient du documentaire. Elle avait fait un très beau documentaire qui s'appelait Petit Samedi sur son frère, qui était sorti à la Berlinale, et elle avait envie de passer la fiction. Mais on s'est dit que si elle rentrait dans un processus d'écriture de scénario, ça allait vraiment l'abîmer. Elle avait besoin de tourner, et ça on voit beaucoup des auteurs qui se cassent les dents sur leur premier film. Emmanuel Mar, Alex Poukine, tout ça, c'est des gens qui ont essayé de monter un premier film. Ça a duré 4 ans, ça a été un enfer, et voilà, et ça n'a jamais fonctionné. Et donc ce qui est marrant, c'est que c'est toute une génération de gens qui habitent à Bruxelles, et donc Paloma, on s'est dit on va pas refaire la même erreur. Donc dès le départ, le projet a été pensé dans le cadre de ce dispositif, et c'était des contraintes qu'elle s'est mis elle-même. On a dit bon voilà, on va faire un film dans l'année. Par contre, il faut que ça coûte moins de 300 000 €. Il faut que le sujet, on puisse le tourner en temps de jour. Voilà. Donc il y avait un cadre, et elle a défini son projet en fonction de ça. Et nous, du côté français, parce qu'on n'a pas ce dispositif malheureusement, donc il y en a un qu'on utilise souvent, qui est le FAIA, nos devs renforcés, qui est un peu notre pendant, mais qui est beaucoup plus sélectif, parce qu'il y a 2 commissions par an, je crois qu'il y a 90 dossiers qui sont déposés, il y en a 4 qui sont aidés. Mais il a aussi une liberté dans la présentation de dossier, dans l'écriture. Finalement, c'est censé vraiment être du documentaire, mais pour nous, la frontière entre documentaire et fiction, surtout dans le cadre de ces dispositifs, on a tendance à jouer avec pour proposer finalement des films. Déjà, moi, j'aime pas catégoriser documentaire fiction, même si on se rend bien compte que dans la tête des gens, dans la tête des festivals, voilà, il y a toujours ces catégories qui existent, mais on aime bien jouer avec pour justement, je trouve que le réel a une super force de proposition. C'est le meilleur des scénarios qu'on peut avoir, des scénaristes. Et on essaye d'intégrer dans des formats hybrides entre documentaire et fiction. Et c'est pour ça qu'on arrive à jouer un peu avec ça. Et on essaye de ramener du marché, même si c'est très difficile en amont de ramener le marché sur des projets comme ça. Paloma, on a eu le distributeur et le vendeur une fois que le film était à Cannes. Voilà, parce que pareil, il faut convaincre. On passe pas par étape scénario. Donc il y a tout un chemin classique de financement qu'on évite. Et voilà, la contrepartie, on est très libre, mais on n'a pas beaucoup d'argent.
J'avais une question, mais peut-être qu'après, justement sur la constitution de l'équipe et le fait qu'il y ait un chef opérateur qui soit expérimenté sur le film. Enfin, comment ça s'est fait? Parce que je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des équipes qui étaient jeunes, parce que c'est des premiers films, que c'était aussi des premiers films de techniciens, mais qu'il y a aussi des techniciens ou des chefs de poste expérimentés qui peuvent venir. Enfin voilà, comment ça se fait? Peut-être que Sophie, tu pourras en dire aussi quelque chose. En fait, je voulais... Ouais, qui est chef décoratrice et qui a une formation d'architecte. Oui. Et ça fait 6 ans que je fais vraiment que du cinéma. Ouais, c'est juste qu'il faut que je me rapproche. Non, ouais, je me posais aussi cette question sur... bon, je comprends l'idée de l'équipe réduite. Parce que c'est vrai que sur un film, ce qui coûte le plus cher, c'est quand même l'humain, enfin, c'est les salaires et les défraiements, enfin, tout ce qui va être régi. Enfin, voilà, on voit bien que c'est toujours l'être humain qui va coûter le plus cher. Donc réduire une équipe, que certaines personnes viennent à des jours et pas d'autres, ok. Mais vous parliez aussi de postes clés. Est-ce que ces postes clés, donc par exemple un chef op qui va avoir plus d'expérience pour que ça soit plus rapide, ou un chef déco qui a plus d'expérience ou n'importe quoi, est-ce que ces postes clés ils seront au même tarif que les autres? Parce que vous disiez oui, les barèmes ils sont l'idée c'est pas de sous-payer les gens, donc d'accord, mais après vous disiez peut-être qu'on peut aussi avoir peut-être que tout le monde pourrait être payé au même tarif. Donc ça veut dire qu'on ne respecte pas les barèmes si tout le monde est payé au même tarif. Et si c'est un chef-op qui est un peu connu et qui vient amener vraiment son savoir-faire, qui débloque plein de situations et tout ça, il est payé la même chose qu'un jeune... Enfin voilà, c'est cette question que je pose en tant que technicienne, parce que je pense que tous les techniciens se poseraient cette question. Ok, les films à petit budget, mais qui va devoir prendre réellement sur soi en fait? Est-ce que c'est nous ou... Enfin voilà. Comment ça se passe en réalité en fait? Moi, je peux répondre parce qu'en fait, en tant que producteur, on est confronté à ces questions. Et c'est vrai que c'est des choix qui doivent être faits. Alors, nous, chacun fait comme il veut, parce qu'en effet, comme en France, quand on est à moins d'1 million, en fait, on n'est plus assujetti à la convention collective. Voilà, on peut. Il suffit de respecter la convention des salaires au SMIC. Donc, voilà, on est un peu dans le même cas de figure. Nous, on a toujours mis un point d'honneur à dire, en fait, voilà, on propose quelque chose. Tout le monde est au même tarif parce qu'il n'y a pas de raison, et finalement les professionnels, on parlait du chef opérateur de Noireau, tout d'un coup pour eux c'est aussi des bouffées d'oxygène par rapport à leur métier, d'essayer de réinventer des choses, personne n'est obligé d'accepter, mais une fois qu'ils sont là-dedans, c'est la même règle pour tout le monde, et les conditions elles sont très claires, et je pense que c'est aussi des techniciens plus expérimentés qui ont envie de faire un pas de côté, de trouver d'autres équipes, de travailler avec des nouveaux réalisateurs aussi, et généralement ils ont vraiment cette envie-là. Après bien sûr on aimerait bien être payé, mais je pense que qui fait les frais de ça, c'est surtout en fait la production aussi, parce que c'est pas des films sur lesquels on gagne de l'argent, nous c'est du développement d'auteurs. Et c'est ça qu'on met vraiment en avant. Paloma, on est en train de faire son prochain. Voilà, Simon aussi. Donc voilà, nous, c'est une politique de développement des auteurs, des techniciens, des autrices, des techniciennes aussi, de tous les gens qui font, et c'est des générations qui montent. C'est pour ça qu'il y a le couple producteur, auteur-autrice, technicien-technicienne. On s'aperçoit qu'il y a des mouvements qui sont par génération, et Michigan, ils grandissent avec leurs auteurs. Voilà, donc il y a quelque chose qui fonctionne et qui n'est pas voué à s'institutionnaliser. On ne peut pas vivre de ce système-là. Par contre, ça permet un laboratoire, un espace de développement qui, pour moi, est aussi important que le court-métrage en France, mais il est beaucoup mieux, je dirais, taillé, parce que c'est en fait vraiment un pas vers le marché beaucoup plus appuyé. Et là, on est officiel de moyen-métrage de Brive. En fait, quand on fait des moyens-métrages, c'est vrai qu'on se retrouve quasiment dans les mêmes problématiques. Avec des budgets qui sont moitié moins. Généralement, on arrive à avoir 150 000 € quand tout va bien, quand on arrive à faire un grand chelem avec Arte. Et donc, les conditions c'est que c'est précaire, mais ça permet de se former, de comprendre et de grandir. Ce que j'ai... Pardon, oui, je t'en prie. Oui, peut-être juste pour compléter ce que vous disiez, effectivement, c'est que c'est aussi une des raisons pour laquelle on a resserré sur le premier long métrage de fiction. C'est que, comme je vous disais, on essaye vraiment d'être hyper attentif
au développement de tous ces films année après année. Et il y a eu effectivement à un moment donné, je ne vais pas dire une levée de bouclier de la part des techniciens, mais une demande de prise d'attention sur le fait que c'était difficile en fait de faire ces films. Alors, je tiens à dire que je ne suis absolument pas productrice, donc je vais peut-être dire des choses un peu de travers, mais on a été attentif à ça. C'est aussi la raison pour laquelle on a d'année en année un peu augmenté le montant de l'aide, parce qu'en fait, en cascade, dès que l'aide est plus haute, les producteurs peuvent aller chercher plus de tax shelter, et donc ça gonfle déjà le volume d'argent possiblement sollicitable simplement. Mais donc aussi, l'idée de revenir sur les premiers longs métrages de fiction, c'est aussi d'avoir des équipes pour lesquelles c'est presque toutes. Alors Frédéric Noiron, c'était une exception, et peut-être je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il a été le professeur de Paloma, quelque chose comme ça. En tout cas, je crois qu'ils avaient déjà travaillé ensemble sur Petit Samedi. Il y avait déjà en fait cette collaboration que tu évoquais qui était là, et je pense que c'est aussi ça qui a mené au fait qu'il a travaillé sur le film. Mais sinon, globalement, on constate quand même que sur les films aidés, ces 3-4 dernières années, on est avec des équipes pour lesquelles c'est le premier long métrage en fait. Et donc effectivement, c'est aussi pour eux la possibilité d'étoffer leur CV avec la participation à un premier long métrage. Maintenant, ce qu'on a aussi mis comme mesure, c'est que un réalisateur qui a bénéficié de cette aide ne peut pas la solliciter à nouveau. Donc c'est aussi un peu dans la logique, on n'a pas envie que ça devienne une économie et puis qu'il y ait toute une... L'idée, c'est vraiment d'accompagner un premier film et un lancement et de pouvoir permettre cette émergence, mais pas que ça devienne un système qui pourrait éventuellement paupériser un secteur qui n'a vraiment pas besoin de ça, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué déjà. On peut considérer que c'est une aide tremplin, d'une certaine façon. Et puis il y a un phénomène quand même... aussi, Sophie, pour te répondre, quand on a préparé la table ronde, c'est peut-être renouer avec le phénomène de bande au cinéma, de troupes, du côté des interprètes notamment. J'ai été très frappé, moi j'ai suivi d'un peu plus près un projet qui est le projet d'un ami qui s'appelle Arthur Michel, qui est un cinéaste français qui vit à Bruxelles, qui est développé par une jeune société de production, Spécimen Film, si je ne dis pas de bêtises, dont c'était le premier long métrage de fiction également. Et en fait, c'est le premier film d'une génération qui s'est rencontrée sur les bancs de l'INSAS, qui s'est développée grâce notamment à ce qui s'appelle les centres de production en Belgique, des ASBL, et on en parlait avec Justine. Il me semble qu'on aboutit cette réflexion, ces appels à projets depuis 2017 en Belgique, parce qu'il y a 50 années de centres de production qui sont des structures sans but lucratif conventionnées avec le ministère de la Culture. Et Emmanuel, d'ailleurs, est passé par un film dans un... C'est atelier de production. Oui, pardon, atelier de production. Excuse-moi. Les ateliers de production. Et c'est vraiment des dispositifs qui préparent cet esprit d'équipe. On peut même parler d'une forme d'amitié cinématographique. Et c'est assez au cœur, au fond, d'un retour à une expression collective. Et puis il y a autre chose, c'est que ça responsabilise énormément les réalisateurs dans les relations avec les producteurs sur leur budget, j'ai eu l'impression. Je ne sais pas si tu as eu ce sentiment, Alex, mais vraiment, dans les échanges que j'ai pu avoir avec les réalisateurs, il y a un truc qui est... on fabrique ensemble le film. Vraiment, il y a un truc... Voilà. C'est sûr que quand il n'y a pas d'argent, il faut savoir la mettre au bon endroit. Et donc, chaque choix, est-ce qu'on va rajouter du temps de tournage, du temps de montage, de la déco, tout ça, c'est des choix artistiques qui doivent être faits, qui doivent être pensés, qui doivent être réfléchis. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup avec les équipes
le réalisateur, parce qu'on sait qu'on a quelque chose qui est limité, donc on ne peut pas se permettre de dépenser des argents qu'on n'a pas. Donc forcément, il y a une discussion et une vraie réflexion sur le budget, et parce que nous, notre métier en tant que producteur, on est habitué à ça, c'est transformer un imaginaire, un scénario en un tableau Excel qui va donner un film. Donc cette phase du tableau Excel, en fait, généralement, elle est peu partagée avec les réalisateurs, mais en fait, quand ils sont face à ça, ils comprennent beaucoup de choses, donc ça permet de faire de la pédagogie. Et là, le prochain film d'Emmanuel, c'est un film d'époque qui a plus de 4,5 millions. Tout de suite, le fait d'avoir eu cette expérience et de continuer main dans la main et de comprendre une confiance qui se fait, et même le projet est beaucoup mieux financé, mais il est beaucoup plus grand, donc les problématiques, elles s'opposent aussi à cette échelle-là. Ce qui est intéressant dans ce que disait aussi Alexandre, c'est que c'est le développement de cinéastes. Là où le développement renvoie à ces fameuses écritures, réécritures, réécritures, là tout à coup c'est le geste créatif qui est valorisé, et une confrontation au réel, à une équipe, à une production, et c'est sans doute aussi un accélérateur d'apprentissage pour des cinéastes qui ont du mal, au fond, à apprendre leur métier parce qu'ils ne tournent pas assez. Et c'est un constat, s'il y a aujourd'hui dans le cinéma français, le constat est, je pense, quasiment généralisé, et c'est celui que vous avez fait il y a quelques années maintenant en Belgique, le terme est peut-être un peu fort, mais d'un diktat du scénario dans le processus d'évaluation qui va tenir à distance toute une génération d'auteurs, de réalisateurs, et par voie de conséquence, je me tourne vers les cinéastes. Alors j'ai pas mal bossé sur un document qui est assez épatant, qui est le numéro de novembre des Cahiers du cinéma, qui est consacré à produire aujourd'hui en France. Alors, j'ai envie de demander à Éléonore et Jonathan, qui sont réalisateurs, comment est-ce qu'on réalise aujourd'hui des films en France? Et après, il y a des cinéastes dans la salle, ils peuvent évidemment... C'est une question tellement vaste, au cas par cas. Enfin, moi, personnellement, je fais du cinéma entre documentaire et fiction. Je passe 1 an avec les personnes que je veux filmer, à vivre avec eux, à faire des repérages filmés, à écrire en fonction de ce que je vois. Donc déjà, toute cette année de préparation, elle n'est pas payée, donc déjà ça. Et ensuite, moi, cette année de repérage me permet d'écrire un dossier pour les aides. Et je tourne en équipe très réduite, on est 5. Et je tourne toujours avec les mêmes personnes. Il y a une personne à l'image, une personne au son, une personne en direction de production et un assistant réa. Et voilà, c'est sur des périodes assez longues. Et j'ai souvent pas d'argent pour la post-production. Donc après, il faut... par exemple, sur le projet sur lequel je suis, on a été aidé par la région Nouvelle-Aquitaine. Mais ça ne... Pardon, Éléonore. En développement et production. Mais ça ne suffit pas pour maintenant faire la post-production. Donc on a dû faire une pause sur... donc j'avais le choix entre soit je tournais 3 semaines comme je voulais, soit je tournais que 2 semaines. Et j'avais un peu plus d'argent pour la post-production. Du coup, j'ai choisi de tourner plus, mais du coup de faire une pause et d'attendre. Là, du coup, je suis dans l'attente de pouvoir financer le reste de la post-production. Donc souvent, c'est des périodes très longues où on attend... Sur un projet comme ça, quelle autre source de financement ou quelle autre perspective de source de financement il y a pour un projet comme celui-là en France? Est-ce que tu peux te rapprocher notamment des chaînes de télévision du COM néo-aquitain? Il y a quand même une aide absolument fondamentale aux yeux de pas mal de cinéastes. C'est coordonné par le Festival international du film indépendant de Bordeaux, le FIFIB. C'est l'Aquitaine Film Workout, qui sont des aides à la diffusion. À la finition, pardon. Des aides à la finition. Aide à la post-production. Voilà. D'accord. Donc, pardon, c'est moi. Donc, des aides à la pré-réalisation.
et qui est un dispositif qui existe depuis 4 ou 5 ans maintenant, je crois. En tout cas, qui a été ouvert au long métrage. Johanna Carrère qui s'en occupe. Ça fait 10 ans maintenant. Ouais, j'ai beaucoup vieilli, vraiment. Donc voilà, il y a... Parce que ce que disait Justine, c'est que ce ne sont pas des films du marché et ils peuvent s'envisager avec 100% d'argent public. Sauf erreur de ma part, c'est pas possible en France. Le 100% d'argent public. Non, ça dépend. En court-métrage, c'est accepté. Non, mais après, ça dépend si y a cette question de... En audiovisuel, non, c'est pas possible. Si en cinéma, si on ne demande pas d'agrément, on peut le faire, comme pour les courts-métrages. Mais du coup, un film sans agrément, c'est un film qui a du mal à sortir, c'est un film qui ne génère pas, c'est un film qui ne s'inscrit pas dans l'industrie. Voilà, donc à un moment, il y a eu ce qu'on appelait, ils appelaient ça des films pirates, qui marchaient plutôt bien en France. Nous, c'est comme ça qu'on avait fait l'âge atomique. Mais il y a eu une levée de bouclier de la part des syndicats de distributeurs, de producteurs, pour dire en fait ces films nous prennent des écrans, c'est une économie qui n'en est pas vraiment une. Les techniciens et techniciennes aussi ont dit que ce n'est pas possible. Donc voilà, on a resserré les critères d'agrément là-dessus, donc qui fait qu'en France c'est de plus en plus compliqué d'arriver à les monter. Mais on continue. Et moi, par exemple, à l'écriture, j'ai eu la bourse parcours d'auteur du CNC. Ça m'a aidé à faire tous les repérages, mais tu as le droit à avoir cette bourse une fois par vie. Une fois dans ta vie, 20 000 €. Voilà, donc ça, c'est super, mais c'est une fois. Est-ce que c'est, au fond, cette pratique du cinéma qui vous conduit à créer l'hôtel Experimenta, qui est un lieu dont tu peux nous dire 2 mots, s'il te plaît ? Oui, c'est un hôtel abandonné qu'on a récupéré avec donc, un ami réalisateur, un ami musicien, pour avoir de la place et de la stimulation intellectuelle, c'est-à-dire qu'en gros, on accueille des artistes, donc ça peut être des peintres, des musiciens, des réalisateurs, des réalisatrices, en résidence, sur des périodes de 2 semaines, et chacun vient écrire ou créer ses œuvres. Et on passe du temps ensemble, on échange, on se nourrit les uns des autres. Et c'est une association, c'est à très bas prix. On ne gagne rien dessus, on est bénévole. Mais effectivement, ça donne naissance à des collaborations et à des projets hors des systèmes de financement. On a un peu de matériel. C'est à Salon-la-Tour, c'est entre Brive et Limoges, c'est vers Uzerche. Et oui, on a un peu de matériel. Et souvent, il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui tombent en amour sur un lieu ou sur une personne qu'il a rencontrée et qui retourne 1 ou 2 ans après pour faire un film avec ces personnes. Et nous, on accompagne humainement les auteurs là-dessus. Jonathan, tu veux répondre et on peut prendre des questions dans la salle, encore une fois, pour Justine et pour Natacha, Sophie, toutes celles et ceux qui sont là. Comment on fait des films aujourd'hui, ouais. Soit on joue le jeu de réécrire, à être bien accompagné, espérer que ça passe, soit on trouve des méthodes des à côté, quoi. En tout cas, moi, c'est sûr que je crois pas du tout que le film, ça soit un scénario, ça c'est sûr, mais je pense qu'on est beaucoup à être d'accord. Enfin, voilà. On discute beaucoup de ça et c'est un enjeu un peu central de toutes les questions qu'on peut se poser quand on essaie de faire des films aujourd'hui. Moi, j'autoproduis mes films, je suis producteur de mes films. En partie, je suis accompagné évidemment, je fais pas du tout ça tout seul. On trouve des systèmes, on passe par des fonds de dotation privés de temps en temps, on réfléchit à du crowdfunding, on trouve des bourses, une bourse à l'écriture peut se transformer en un petit supplément d'argent pour faire une étape du film. Et après, je pense surtout que ça, moi en tout cas, ça m'a plutôt questionné et fait évoluer dans ma manière de penser mes films. Je dirais plutôt que comment produire ces films aujourd'hui, faire ces films aujourd'hui, c'est peut-être réfléchir à des formes, trouver un dogme. Moi, je me pose plutôt des questions, toujours de me dire, est-ce que je vais réussir à faire un film en 1 an, 2 ans, et pas surtout à l'étape du court-métrage, quoi, parce que aujourd'hui, on se pose les mêmes questions dans le long-métrage qu'on se les pose dans le court-métrage, c'est-à-dire on peut faire un court-métrage en 5 ans, quoi, qui fait 20 minutes et qui est super.
c'est pas le petit frère des longs métrages, c'est pas du tout péjoratif, mais je veux dire, ensuite il va être vu par quelques personnes. Enfin, c'est comment garder le désir, le mouvement, enfin voilà, parce que bon, je dirais, écrire des films, c'est vraiment pas faire des films, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, pas du tout. Mais pourtant, je les écris. Comme je suis bon élève, et on m'a demandé de les écrire pendant longtemps, du coup, je les écris. Et après, je me frustre. Et je me dis, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait un film. Et donc, du coup, je m'embourbe dans ma propre galère d'écriture. Donc après, il faut en sortir en se disant, bon, finalement, on va faire autrement. On va voir d'autres films. On se dit, ah tiens, en fait, il y a des gens qui font des films comme ça. On trouve des méthodes et on sort un peu de ce qu'on nous demande de faire. En fait, je crois que c'est ça, faire des films. C'est sortir, trouver sa méthode, quoi. Et gagner sa vie. Enfin, pour moi, gagner ma vie à côté, dans le monde dans l'audiovisuel, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis technicien, à côté, je suis monteur, je suis assistant réalisateur, je fais de l'éducation aux images. Tout ça me permet de vivre et de, pour l'instant, me dire que c'est pas mes films qui me font vivre. Et quelle réponse cherche à apporter la SRF à ces questions-là? Parce que ça fait partie des réflexions du collège court duquel tu participes. Oui, effectivement. Donc moi, j'ai rejoint un groupe de travail à la SRF autour des questions de financement. Donc il y a un groupe de travail qui s'appelle le groupe Audace. Et effectivement, il y a plein de cinéastes se sont rendus compte, on part un peu tous du même constat, c'est pour le court-métrage là, c'est vraiment pas pour le long-métrage, mais on se dit, nos courts-métrages, on les fait, ça prend trop de temps, les aides sont de plus en plus sélectives, et du coup, le scénario est devenu l'objet central de toute la question de la production d'un film, voilà, et toute perspective un peu singulière, toute manière de faire autrement n'a pas vraiment sa place dans l'industrie du court-métrage. Je ne sais pas s'il faut parler d'industrie, justement, c'est un peu toute la question. Et du coup, on a réfléchi avec... alors moi, je suis arrivé sur le tard, je ne suis pas du tout au départ de ce groupe de travail, mais l'idée, c'était de se poser la question comment on pourrait inventer une aide, proposer une aide, du coup, au CNC, qui serait une aide qui permettrait aux cinéastes qui ont des projets audacieux, c'est-à-dire singuliers, dont le scénario n'est pas l'objet central, qui sont de production légère, de pouvoir exister. Donc du coup, on a essayé de choisir des critères. Ça a été fait aussi en collaboration avec le SPI. Le syndicat des producteurs indépendants. C'est une initiative de la SRF qui a été, comme le disait à l'instant Jonathan, élaborée au sein du collège court et à un moment donné, évidemment qu'il s'agit de croiser avec les producteurs pour tomber d'accord sur la perspective de proposer l'aide au Centre national de la cinématographie, mais aussi à des régions françaises, puisqu'il y a eu une petite tournée des régions, notamment la région Centre, la région Bretagne, et bientôt la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'un rendez-vous est prévu un peu plus tard dans la journée, si je ne dis pas de bêtises. Et finalement, c'est un petit peu inspiré de ce qui se passe en Belgique. C'est-à-dire que l'idée, c'est des films, c'est une aide qui donnerait 35 000 € à des projets de court-métrage. Alors là, l'idée, c'est pas que ça soit le premier court-métrage, non, c'est aussi de demander. Voilà, il y a d'autres organismes comme le GREC qui est là pour faire émerger les premiers courts-métrages. Donc nous, on s'est dit, ça sert à rien de refaire la même chose, quoi. Donc on n'est pas du tout, c'est pas du tout l'idée que le premier court-métrage, on puisse le faire de manière audacieuse et ensuite il faut rentrer dans le système de production classique. Parce que moi, je pense que ça, c'est un peu en fait un serpent qui se mord la queue, quoi. Voilà, à quoi bon inventer une méthode pour ensuite se dire on va ensuite refaire comme on nous demande de faire. Donc on peut avoir fait des longs métrages et demander cette aide, ça c'était vraiment important pour nous. Qu'est-ce que je peux et voilà, et la constitution du dossier ressemble un petit peu à ce qui se fait en Belgique, c'est-à-dire c'est un dossier très libre de 15 pages qui peut avoir des maquettes vidéo, du son, des poèmes, de la musique, un extrait de continuité dialoguée, mais bon, si c'est 15 pages, on ne pourra pas avoir toute la continuité dialoguée, à part c'est un film très court, quoi. Et on essaie vraiment on veut que les gens proposent autre chose que le scénario. C'est un peu le principe central du dossier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, pardon. Allez-y, je vous demanderai de vous présenter si ça ne vous dérange pas. Bonjour, donc moi mon nom est Diane Baratier, j'étais chef op longtemps et puis j'ai décidé quand mes enfants étaient grands de réaliser des films et là j'ai chuté économiquement
Donc là, moi, ma question, et ce que je propose, je dis, donc toutes ces idées sont bonnes, pourquoi on ne pourrait pas aussi qu'il y ait un couloir de diffusion au sein du CNC pour les films qui sont fabriqués, qui sont vendus une fois qu'ils sont fabriqués. C'est-à-dire que maintenant, depuis l'arrivée du numérique en 2010, où ça a vraiment été le changement, l'écriture comptable a été modifiée puisque le support est gratuit. Donc beaucoup d'entre nous, moi, mais il y en a plein, à pouvoir faire des films sans argent au départ, mais par contre, il nous faut de l'argent après. Déjà parce qu'on a travaillé 7 ans sur un film et qu'il faut vivre quand même. Mais si on arrivait à vendre ce film après, eh bien, on pourrait faire le suivant sans difficulté. Donc pourquoi ne pas demander au CNC un couloir de financement pour les films qui sont faits, qu'on appellerait des films sur couture, par exemple, qui sont faits et qui, donc, il n'y a pas de scénario, parce qu'il y a ce problème d'écrire, où on s'épuise à faire des scénarios, pour après s'épuiser à faire le film. On ferait nos films comme les producteurs de carottes, si vous voulez, c'est-à-dire eux, ils produisent leurs carottes et ils vendent leurs carottes. Pourquoi nous, on ne peut pas faire nos films et ensuite les vendre ? Déjà, alors, du coup, ça soulève le problème d'être au statut d'artisan, parce qu'à ce moment-là, pour avoir de l'argent et des subventions, il ne faut plus qu'on soit dans l'industrie avec le code du travail qui fait qu'on ne peut pas être son employeur et son salarié. Donc ça, évidemment, là, c'est un danger. Mais je trouve que c'est vraiment important pour nous tous, parce qu'avec l'arrivée du numérique, tout a changé, sauf les modes de production. Pourquoi ? Alors peut-être faire un point sur la diffusion des œuvres associées aux aides à la production légère, puisque en Belgique, les films ne sont pas forcément destinés à la salle de cinéma sur ce dispositif en tout cas. Ça c'est un premier point. Et passer la parole ensuite à Natacha. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, c'était juste, Justine, je t'en prie, c'était juste dire ensuite, passer la parole à Natacha qui travaille sur le cinéma pauvre, puisque c'est comme ça aussi qu'on l'appelle. Hein. Il n'y a pas que les pirates, il y a aussi les pauvres. Et donc, s'inscrit dans cette sélection contrebande qui est une offre assez incroyable du FIFIB, notamment dans les modalités d'inscription des projets. Donc d'abord Justine, puis Natacha. Oui, en 2 mots, effectivement, les projets qui reçoivent une aide dans le cadre du dispositif classique du type avance sur recette, ils doivent impérativement sortir en salle. Par contre, dans le cadre de l'appel à projet de production légère, il n'y a pas d'obligation. Donc les films peuvent revendiquer, vouloir circuler immédiatement sur télé ou aller... on a eu un projet qui est en cours de finition qui veut circuler dans un chapiteau de cirque avec un travail d'itinérance extrêmement local et des projections dans un chapiteau de cirque qui se déplacerait de façon hyper locale. Voilà, il n'y a aucune obligation spécifique. Alors dans les faits, évidemment, il y a des films qui se produisent dans ce cadre-là et qui vont faire le trajet, disons, classique des festivals catégorie A et puis la suite. Et puis il y en a qui vont aller, par exemple, il y a un film qui était sorti directement sur une plateforme qui est liée à la chaîne de la RTBF, qui d'ailleurs est le film qui a le mieux fonctionné sur cette plateforme qui s'appelle Ovio. Donc là, dans un film de plateforme, disons, d'ailleurs c'est une sorte de buddy movie, comédie, voilà. Donc en fait, on laisse le champ tout à fait libre, pour autant qu'il y ait une vraie réflexion sur comment est-ce que ce film spécifique va parvenir à rencontrer son public. Ces films ont autant accès aux aides à la promotion qui sont mises en place par le Centre du cinéma que les films qui ont été aidés dans le cadre de la commission, en fait que n'importe quel film qui répond au cadre du film majoritaire belge, avec des aides qui varient en fonction, on a un peu grosso modo 2 types d'aides à la promotion, soit les aides en sortie salle, disons classiques, alors de mémoire, parce que moi je ne fais jamais ça, mais je pense que c'est entre 20 et 40 000 euros. Bon, alors je ne connais pas les aides disponibles en France, mais évidemment, nous on a un parc de salles en Belgique qui est sacrément limité. Donc évidemment, il faut mettre ça en regard des possibilités de diffusion en Belgique. C'est un vrai problème chez nous d'ailleurs.
Et puis on a aussi une aide assez spécifique qui s'appelle une aide à la sortie événementielle, où là, de mémoire, il faut juste que le film circule dans 10 salles, il faut qu'il y ait 10 projections spécifiques, mais qui vont être accompagnées d'un événement spécifique. Ça peut être un concert, ça peut être l'accompagnement d'une association qui travaille sur les thématiques spécifiques, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça, en fait, peu importe le guichet qui a été sollicité chez nous, voire même des films qui sont totalement autoproduits, à partir du moment où ils ont l'accord d'une diffusion, peut solliciter cette aide. Voilà. Oui, Natacha. Donc moi je suis programmatrice de festival depuis 15 ans, je suis arrivée au FIFIM en 2019, la sélection Contrebande a été déjà créée. Je ne vais pas répondre directement à votre question, mais peut-être quelques éléments de réponse, puisque je suis la partie diffusion aujourd'hui dans cette table ronde, pourra peut-être donner des éclairages. Donc dans les festivals de cinéma en France, il y a beaucoup les films d'école, les sections films d'école ou les premiers courts-métrages. Ce qui fait que les courts-métrages produits professionnellement vont avoir un peu plus de visibilité puisqu'ils vont avoir une qualité d'image, une qualité de son qui est supérieure entre guillemets à d'autres projets, qui va un peu défavoriser un type de film. Donc ce qui s'est passé quand je suis arrivée au FIP, la sélection Contrebande était déjà créée, mais c'est un peu secrètement ce qui m'a donné envie de venir à Bordeaux, c'est qu'une sélection existait et qu'elle travaillait quelque chose de développement d'auteur qui était vraiment entre les deux. Les règles de Contrebande, c'est en dehors des schémas classiques de financement, donc ça veut dire pas d'aide à la production, il ne faut pas avoir été aidé financièrement par une région ou par le CNC, et donc ça veut dire qu'un travail de scénario n'a pas été validé par le système. Donc nous on s'intéresse à cette phase de développement de l'auteur, quelqu'un qui n'est pas sorti d'école après, parce qu'il n'a pas tout l'école, et donc concrètement n'est pas sorti de la FEMIS, n'est pas dans un circuit validé, et on va s'intéresser un peu au développement d'auteur pour voir quelles sont les formes qui sont intéressantes à montrer. On reçoit, et c'est peut-être aussi un des problèmes et le problème des commissions, c'est qu'on reçoit malgré tout dans une sélection qui est quand même où on a vraiment, et je pense qu'on est un des seuls festivals à intégrer des critères de sélection sur la façon dont les films sont financés. Malgré cela, on reçoit quand même 350 propositions. On peut sélectionner 9 films. Donc, en fait, et on peut débattre de notre subjectivité. Moi, je fais aussi une recherche en parallèle sur le cinéma pauvre, qu'on appelle aussi cinéma guérilla, et le rôle des festivals dans la mise en avant de ce type de cinéma. N'empêche, 350 propositions, 9 possibilités, même s'il y a différents festivals, on est quand même toujours confronté à quelque chose qui est, on va devoir opérer une sélection. Donc ce que je voulais dire, c'était ce contexte de Contrebande, avec nous, on assume de se mettre à cette position du cinéma, du développement de certains auteurs, avec quelques exemples qui ont quand même révélé des formes particulières au cinéma. Vous parliez du numérique, c'est pas exactement une réponse à votre question, mais en tout cas, nous, ce qui a émergé dans les 6 sélections, dans les 7 programmations que j'ai faites sur Contrebande, c'était beaucoup de formes qui venaient de récupération de matériel internet, donc du matériel vidéo que l'on assemble, donc ce qu'on appelle soit le net found footage ou les desktop movies. Donc il y a différents types, mais ça en effet, retranscrire un scénario autour de ces questions, de ces pratiques-là, on pourrait créer un scénario sur ça, mais en tout cas c'est des films qui se font en se faisant, sur la table de montage, qui ont parfois des financements, mais qui ont des financements qui sont assez bas, ou des films de collectif, des films de potes, des gens qui sortent d'école et qui font un film, qui se lancent et qui essayent de filmer quelque chose entre eux, donc peut-être un peu dans le style de ce que Eleonore fait avec Hôtel Expérimentaire, ou aussi parfois des personnes qui viennent de l'art contemporain. Justine, ça t'intéresse? Non, c'est d'accord, là, c'est juste que, excusez-moi, c'est la télé qui vient de se couper, je pensais que c'était parti. Films de collectif, films d'internet, après aussi d'autres formes de gens qui arrivent à financer, donc c'est soit des aides au programme, soit des gens qui arrivent un peu à financer, ou parfois des gens qui ont l'aide après réalisation de la Nouvelle-Aquitaine, qui est un fonds que le FIP gère. Dans ces types de films qui ont été aidés à des moments par le FIP, je sais que c'est important, notamment un film de Galère Mendez Lopez qui avait reçu le prix il y a 4 ans, qui s'appelle La mécanique des fluides, qui est vraiment un film fait par internet, et ensuite nous notre rôle c'est première sélection FIP, un an après le film à un César. On pourrait aussi parler d'un réalisateur qui s'appelle Nance Laborde Jourda, qui montre qu'il y a l'aide à la pré-réalisation de la Nouvelle-Aquitaine, ensuite qui arrive à
être identifiés avec un prix à la semaine de la critique. Donc nous, on se sélectionne vraiment en repérage de voix qui sont cohérentes avec la ligne éditoriale du FIFIP, entre ce que moi je connaissais de Angers, donc le film d'école, et les premiers courts-métrages produits professionnellement. Et ça, il demeure quand même beaucoup de propositions. Donc moi je suis pour qu'il y ait les dossiers qu'on demande aux réalisateurs, je vois à quel point c'est fatigant, contraignant, et aussi à quel point parfois ça limite les formes. Mais il faut aussi se poser la question, moi je suis aussi lectrice dans des commissions, qu'est-ce qu'on demande, comment on fait. À un moment donné, on doit bien se réunir à qui on donne l'argent, comment on répartit la part du gâteau. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que ça serait hyper intéressant d'intégrer le CNC aussi à ces questionnements, à ces façons un peu de décentrer notre regard, comment on questionne les représentations qu'on amène, comment on réfléchit sur les normes esthétiques qu'on met en avant. Je suis absolument d'accord, mais je n'ai pas la réponse, désolée. Avant de donner la parole à David Hurst, qui est producteur à Dublin Film à Bordeaux, simplement, je pense qu'il y avait une envie dans ce qui était posé, que ce soit dans des organisations professionnelles comme la SRF, Naïs, la Tribune des auteurs, d'autres associations régionales, je pense à la Saphir Grand Est par exemple, qui réfléchissent à ces problématiques, c'est régénérer le système d'aide publique français qui a l'immense mérite de permettre de conserver encore une part du cinéma français sur les écrans importante. Mais il y a malgré tout un phénomène peut-être d'usure. Alors je ne sais pas si c'est strictement numérique qui participe de ça, mais ce qui est sûr, c'est que si demain il y a une réflexion qui s'engage sur les questions de création, de production, on ne pourra pas ne pas s'interroger sur la question de la diffusion des œuvres, des festivals. J'étais assez... Pardon ? Et télévision, c'est ce que je m'apprêtais à dire. C'est ce que je m'apprêtais à dire, c'est-à-dire que quand on se rend compte, par exemple, que du côté des télévisions locales, avec les contrats d'objectifs et de moyens engagés par les régions, c'est quelque chose de très simple, mais une télévision nationale, elle n'intervient jamais comme premier financeur, alors qu'une télévision locale va intervenir. Parfois, j'avais hier un réalisateur d'Orléans, il y a actuellement une réforme qui est en train d'être mise en œuvre au niveau du contrat d'objectifs et de moyens en région centre, c'est 20 000 € sur un court-métrage. Mais tout à coup, ces économies légères, elles peuvent compter sur un partenaire privé et sur des bases qui sont, encore une fois, un premier financeur. Ça aussi, ça peut fonder une différence dans l'accélération des pratiques. Souvent, c'est très bien qu'elles existent parce que ça permet d'avoir plus de moyens pour faire des films, mais elles s'appuient aussi sur des dispositifs de subvention publique. Et donc la question n'est pas tant la diffusion, la question est celle de l'accès au marché. Et ça, je pense que c'est important. En effet, maintenant, on peut faire nos films pour pas très cher. Ça reste quand même une somme pour minimum pour vivre. Mais en effet, on peut faire le producteur de carottes et le producteur qui fait son film. Mais c'est après comment on le rend accessible au marché. Et le marché, que ce soit la télévision, la distribution, les streamers, tout, parce que je dirais, c'est une chose d'avoir de la diffusion qui permet justement de voyager en festival, mais finalement, il n'y a pas une économie derrière. Si on veut rentrer ces films-là dans l'économie, je pense qu'il y a aussi une problématique de préparer le public à ces films-là, qui veuillent... Je vous arrête, par exemple, mon documentaire, quand j'arrive à le montrer au public, ils sont ravis. Le problème n'est pas là, c'est au moment de l'écriture du projet, et de le prévendre, parce qu'une fois que le film est terminé, vous ne pouvez pas le vendre. C'est pas des films difficiles, c'est des films faits sur mesure. En fait, on peut toujours vendre un film une fois qu'il existe. Mais pourquoi les télés n'achètent pas ? Voilà. Et c'est ça. Non, mais c'est là où je dis que le CNC doit intervenir et qu'on doit demander un pouvoir de financement. Parce que vous dites c'est merveilleux en France, mais ce sont quand même pas vieux. J'ai pas dit que c'était merveilleux. Hein, vous me connaissez mal. Il y a quand même des 11% qu'on a sur chaque ticket. Parce que
pendant la guerre, elles se sont battues et qu'on a pu obtenir ça en 1945. Donc c'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel. Et ça, nous, il faut qu'on se le réapproprie quand même, parce qu'il n'y a personne. Ce sont que des gens au sein du CNC qui décident sans faire partie du cinéma, de l'industrie du cinéma. On était jusqu'en 66 ministère de l'Industrie, puis après on est passé à la culture. Depuis qu'on est passé à la culture, on n'existe plus, nous, les gens qui travaillent, vous les producteurs, et nous, tous les gens qui travaillons. Donc c'est là où je pense que c'est important qu'on aille se battre. Aussi, bon, c'est très bien d'avoir des aides comme ça, tous les combats sont bons, mais pourquoi ne pas se dire, mais maintenant ça suffit, on n'a plus besoin de trouver 800 € pour acheter la bobine de film qui fait 10 minutes pour faire le film. Donc on peut aussi avoir un couloir pour les films qu'on vend une fois terminés. Et ça serait génial parce que ça permettrait justement à plein de jeux, d'abord de sortir de la norme et de sortir du formatage et de ne plus empoisonner les spectateurs. Parce que c'est quand même sous couvert des subventions, c'est pareil que pour l'agriculture, c'est pour ça que je fais le parallèle, eh bien on intoxique les gens en leur faisant manger des tomates, toutes les mêmes qui sont pleines de poison. Et dans les films, c'est aussi un peu la même chose. Donc si nous, on pouvait récupérer, mais ne serait-ce que 10%, c'est énorme ce que le CNC gère comme argent. Il ne nous faudrait pas beaucoup pour que de très nombreuses personnes qui travaillent dans le cinéma puissent vivre de leur métier. Ça reste des subventions, c'est ce qui peut exister avec l'avance après réalisation. C'est ce qui peut... tout petit ça, et ça l'avance après réalisation, ce n'est pas, c'est très différent, c'est pour terminer la post-production. Non, l'avance après réalisation est sur film fini, et avec un numéro de visa et des comptes déposés. Donc justement, c'est pour compenser la prise de risque. Il faut savoir que l'avance sur recette ou l'avance après réalisation, c'est minime. Mais moi, mon sentiment, c'est qu'on peut faire, de faire vivre ce cinéma-là avec des subventions. Moi, je pense que déjà, il faut le faire exister. C'est ce dont on discute. Après, il faut le faire reconnaître. C'est le cas des festivals qui nous permettent. Et maintenant, c'est l'emmener au marché. Parce que tant qu'il n'y aura pas un marché télévision qui est là, qui va le prendre en compte, et c'est possible, une fois le film fini, alors certes, on va le vendre à Ciné Plus 15 000 € et pas 100 000 quand il l'achète, mais il y a on peut le vendre à Arte à partir d'un certain nombre, et puis il y a des gens, par exemple les films de Sophie Le Tourneur comme Voyage en Italie, elle le tourne toute seule avec sa boîte de production, avec l'avance et Arte. Elle le fait à 1 million et il y a une vraie économie derrière. Et c'est quelque chose qu'elle fait depuis très longtemps. Donc moi je pense qu'il y a des systèmes qui existent, qui sont durs à percer. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette nouvelle génération, parce que ça fait 10 ans que le fonds existe, à peu près 8 ans. Donc voilà, c'est une génération aussi qui arrive petit à petit à maturation. Qui arrive à rentrer dans le marché, tout ça. Et on ne veut pas créer un système qui paupérise, mais on veut créer un système qui développe et qui permet d'aller plus loin, et pour justement reprendre le contrôle de ce marché, reprendre le contrôle et proposer des choses aux spectateurs qui viennent de cette manière de faire, qui viennent de cet esprit-là. Et voilà, c'est ce qu'on essaye, nous en tout cas, de faire, et on avance un peu main dans la main là-dedans. Mais c'est ce que je dis, c'est Yann, super. pardon, Tu veux le micro ? Pardon. Sophie, tu voulais intervenir. Ah, je pensais, pardon. Alors, il y a David qui voulait poser une question. Et sinon, c'est vrai que pour aller un peu dans le sens, c'est vrai que ce que je constate quand même, c'est qu'il y a peu d'études sur les publics. À chaque fois, on se pose la question de pourquoi ce film fonctionne. Il y a peu d'analyses et d'études sur le côté prescriptif de certains comités. Quand on parle, on dit il y a un auteur, c'est singulier, mais qu'est-ce qu'il y a sous ce terme singulier, innovant ? C'est quand même toujours très difficile en comité quand on ne sait jamais. Et à des moments, un film il va avoir un succès en salle, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et peut-être qu'une des études, ce que le CNC devrait peut-être développer, même si on irait de l'autre côté, mais essayer de comprendre peut-être ce qui se passe dans l'intégration dans le marché. Je ne sais pas le mot que tu utilisais, mais comment on intègre le marché. Pourquoi un film plaît ou pas, peut-être que ça restera mystérieux à tout jamais. C'est tellement... parce qu'en fait, c'est qu'il y a l'auteur derrière. Hein. Généralement, c'est un auteur, c'est un univers. Voilà. Et c'est ce que nous, producteurs et productrices, on essaye de pousser, c'est trouver les auteurs et autrices de demain,
leur dire qu'on peut faire les films différemment. C'est comme les tomates, elles n'ont pas besoin d'être toutes rondes. Des fois, elles sont toutes cabossées, mais ce qui est important, c'est qu'elles aient du goût. Donc voilà, il faut... Mais ça, avant de le faire entendre, c'est pas forcément évident et on a besoin de prouver. Et petit à petit, ça se met en place et ça marche. Mais qui décide qui est auteur? Pardon. J'ai une question, excusez-moi, très pragmatique. J'ai pas bien compris si l'aide belge est destinée qu'aux auteurs belges, aux productions belges, ou s'il y a une mixité possible. Et puis j'ai entendu parler aussi d'une autre aide, mais j'ai pas compris qu'elle était proche un peu du grec, mais sans être le grec, si j'ai bien compris. Qui n'existe pas encore en fait, mais qui est en projet. Est-ce qu'elle existe déjà ou est-ce qu'elle est... Voilà, c'était la question. Justine, est-ce que tu as entendu la question? Pas très bien. Alors, pardon, la question qui vient de la salle concerne l'accès aux cinéastes français au dispositif belge. Cinéastes français ou production française. Ou tournage en France ou dans d'autres pays que la Belgique, enfin, comment Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dispositif des aides à la production légère en Belgique permet aux cinéastes belges, aux productions belges, de tourner à l'étranger. Oui. Ça, c'est acquis. Après, sur la question de la candidature de cinéastes français... C'est que par une maison de production qui est située en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, pour Wallonie, pour le producteur majoritaire, évidemment, il peut y avoir après des dynamiques de coproduction, notamment avec la France, mais le producteur qui est responsable du dépôt et qui va solliciter l'aide ne peut être qu'en Wallonie ou à Bruxelles. Par contre, pour la nationalité de l'auteur, on ne peut pas, il y a une directive européenne qui nous empêche de limiter uniquement aux Belges. Donc ils doivent être européens, sous contrat belge, enfin sous loi belge avec la maison de production qui est responsable du dépôt. Pour autant, ça fait partie des critères d'évaluation et c'est vrai que bon, ça reste de l'argent public belge et que parfois, alors, il y a parfois une petite résistance de la part des professionnels belges de voir des Français arriver parce qu'on se dit qu'il y a plus d'argent en France. Bon, après, il n'y a pas de case spécifique pour la production légère en France et donc on comprend, mais c'est vrai que si les auteurs sont... En fait, je reviens un peu à la logique de cinéma de bande. Si les auteurs, souvent français, mais ont fait leurs études dans une des écoles belges, ils ont créé un tissu de collaborateurs belges, ou pas forcément belges, mais en tout cas qui est ancré dans l'industrie belge, disons, qui est assez multi-horizon, je dirais, mais qui finalement crée l'identité du cinéma belge francophone qui est un peu disparate, mais c'est ça, disparate et multi, tout ce qu'on veut, mais c'est ça qui fait sa force. Et peut-être un tout petit élément que je voulais dire, c'est qu'une des forces de cet appel aussi, c'est qu'il ne faut avoir aucune expérience spécifique pour pouvoir candidater. Et donc ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a des gens qui viennent avec des parcours totalement atypiques, soit des gens qui n'ont pas eu la possibilité de faire une école de cinéma pour des raisons d'éducation ou des raisons économiques, peu importe, et qui viennent solliciter une aide, je pense, là, cette année, justement, et ça rejoint un autre élément, le responsable du dépôt, enfin la maison de production, c'est un atelier de production, c'est le CBB, qui déploie un projet de Karim Akaleh, qui est un autodidacte absolument complet, qui a fait des vidéos tout seul dans son coin, dans sa cité, la cité modèle, pendant des années, et qui, voilà, a une aide au long métrage. Aussi des gens qui viennent d'un profil, effectivement, art contemporain, enfin... Donc ça permet aussi non seulement des pratiques très diversifiées, mais aussi des profils de gens qui n'auraient jamais eu, ça c'est sûr, d'aide dans les schémas classiques. Donc c'est ça aussi l'intérêt, je pense, de ce genre de dispositif. En tout cas, personnellement, et je pense à l'administration, c'est vraiment un truc qui nous excite terriblement. C'est que ça permet des chemins de cinéma très différenciés et puis super excitants, quoi. Attends, Jonathan, tu veux peut-être répondre, préciser sur l'aide de... Ah oui. Non, alors c'est une aide qui est encore en projet, qui a été donc pensée par la SRF en collaboration avec le SPI, qui a été proposée au CNC. Pour l'instant, c'est les premières étapes de discussion. Le CNC a été intéressé par ce que propose l'aide, a reconnu qu'il y avait effectivement ces problématiques
les films, voilà, on met beaucoup de temps à faire un court-métrage, le scénario au cœur de la sélection, et ça peut être problématique pour certaines physionomies de films. Mais pour l'instant, voilà, l'aide, elle en est là, elle est en étude. Sauf erreur de ma part, elle a été... Je ne sais pas si Julie... Elle est plus là. Pardon, je cherchais Julie Fabiani, la délégate de la SRF, mais sauf erreur de ma part, l'aide a été présentée par la SRF et le SPI à la nouvelle chef du service de la création Anne Dotum au CNC en octobre ou novembre dernier, et il y a eu à nouveau un échange lors du dernier festival de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire en février, début février. Après, ce que je peux vous dire, c'est que le CNC est sur une dynamique qui serait pas forcément créer de nouveaux dispositifs. Il entend depuis quelque temps déjà les appréhensions, y compris du côté du long. Hein. Il y avait au sein de la SRF un groupe qui s'appelle Nouveau Modèle, qui est notamment engagé par Nicolas Klotz, et il y avait la perspective dans le long métrage de créer un pôle recherche. Et bien, ce sont des dispositifs, des propositions du côté des cinéastes qui ne sont pas forcément toujours très faciles à partager avec l'administration centrale, parce qu'il y a un cadre qui est là, qui existe réglementairement parlant. D'ailleurs, c'est intéressant. Justine m'expliquait que l'aide à la production légère n'est pas passée par un décret en Belgique, mais par un appel à projet, ce qui offrait plus de souplesse y compris dans l'évolution du fonds lui-même. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la SRF cherche à se rapprocher des régions françaises, parce qu'on pense que du côté des territoires, il y a peut-être un phénomène d'économie d'échelle, de proximité, qui sera plus de volonté de laboratoire, qui sera peut-être plus marqué que du côté du CNC. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a des dispositifs qui ont été mis en place à titre expérimental pendant 3 années, à l'issue desquels, soit ils ont évolué, soit ils ont été consolidés, mais c'est une pratique relativement courante au sein de certaines collectivités. Je voulais reposer une question, mais plutôt à Sophie, justement. Parce que quand on parlait de ce cinéma de bande, je trouvais intéressant, on en a parlé un peu, mais de se dire comment peut-être toi, en tant que technicienne et chef d'éco pour le coup, tu te retrouves sur ce type de films qui sont dans des productions légères, alors volontaires ou subies, suivant, mais que toi, tu as fait différents types de projets, et comment tu te retrouves sur ce type de projet dans quel contexte et comment tu y vas et comment ça se vit de l'intérieur. Alors effectivement, c'est aussi parce que j'ai quand même commencé par là. Comme je viens pas de ce milieu-là, je suis rentrée par la voie artistique, on va dire. C'est que j'ai voulu faire des décors de cinéma pour l'amour de l'art. Donc j'ai commencé même à travailler gratuitement sur des projets expérimentaux, voilà. Et en fait, quand on commence à rentrer dans une voie, on y reste un petit peu aussi, c'est comme ça. Donc, et puis c'est un investissement. Je me suis toujours dit, déjà c'est intellectuellement hyper riche. Et puis c'est un investissement. Je me dis ce court métrage, il est riche, il est super. Je rencontre plein de gens. C'est comme un entrepreneur qui, je sais pas, va mettre de l'argent dans sa boîte pendant 3 ans. Moi, je mets du temps pour pouvoir ensuite, un jour, être sur des films que j'aimerais. Moi, j'ai toujours envie de continuer à faire plus ou moins du cinéma un peu expérimental. J'ai pas forcément envie de travailler sur des annexes 1. Ça m'intéresse pas spécialement, pour le coup, parce que c'est quand même l'art qui me guide, on va dire. Mais j'aimerais bien être payée un peu mieux quand même, parce que c'est compliqué sur les courts-métrages, surtout surtout à certains postes, comme à la déco. Clairement, moi, si je veux faire mes heures en faisant du court-métrage, il faut que je fasse 6-7 courts-métrages par an. Donc, c'est-à-dire que j'ai 0 temps pour moi, je ne peux pas m'arrêter. Donc, c'est un peu compliqué quand même. Après, c'est enrichissant parce que j'ai fait des courts-métrages, j'ai tout donné, évidemment, sans compter mes heures. Puis maintenant, c'est des auteurs qui vont faire des longs. Là, je vais faire mon 2e long avec un auteur que j'ai rencontré, une équipe d'ailleurs que j'ai rencontrée sur un cours. Et ça s'est fait, ça a été fusionnel. Et là, on va faire notre 1er long tous ensemble. Donc, c'est vrai, en fait, c'est une réalité que
c'est comme une résidence, on se construit ensemble, c'est comme une troupe de théâtre aussi qui, voilà. Ça c'est une réalité et c'est ça qui nous pousse à travailler, qui donne envie. Il y a effectivement un peu plus, quand on se connaît comme ça, en plus il n'y a pas une hiérarchie, enfin c'est vraiment que des échanges artistiques, il n'y a pas ce truc hyper hiérarchique où il faut communiquer à machin mais pas à l'autre, enfin bon, du coup on ne sait plus à qui on... Enfin voilà, je pense qu'il y a des projets où il y a tellement d'argent, qu'il y a de l'argent qui doit certainement être jeté par les fenêtres, enfin, j'en suis même sûre. Et puis une hiérarchie, des postes qui servent à rien, enfin voilà, je veux pas être dure, mais... Et des films, moi j'ai reçu des scénarios, j'ai pas eu forcément le projet, mais de longs métrages qui étaient bien financés, mais sur mon CV j'avais pas assez de annexe 1 ou de série, donc finalement ça passait pas au niveau de la prod. Ben, je lisais les scénarios, franchement je trouvais ça chiant, j'ai un court métrage qui arrivait derrière, j'étais là waouh, c'est fou quoi. Donc est-ce qu'en fait à un moment donné la contrainte dans l'art elle amène quand même quelque chose? Par exemple, en architecture, si on a zéro contrainte et qu'on a l'argent qu'on veut, le terrain aussi grand qu'on veut, bah, on va avoir toujours plus ou moins la même maison avec plein de baies vitrées, une grande piscine, enfin ça va être Los Angeles. Par contre, quand il y a une contrainte, qu'il y ait de l'argent ou pas, mais il y a une contrainte, là ça devient intéressant. Je sais pas, en tout cas pour moi, les plus beaux bâtiments d'architecture qui existent, la maison de Frank Lloyd Wright sur la cascade, bon bah c'est beau, pourquoi? Parce qu'il y a la forêt, il y a la cascade, qu'il faut respecter tout ça. Mais il y a beaucoup d'argent. Non, mais après, il y a d'autres projets de plus petits où il y a des réelles contraintes. Mais bon, voilà, effectivement, il y a la contrainte de l'argent. Là, bon, en l'occurrence, c'est la contrainte du lieu, du physique et tout ça. Mais moi, je me demande, quand je lis des scénarios qui sont mieux financés que d'autres, bah, est-ce qu'à un moment donné, quand il y a trop d'argent, bah, du coup, est-ce qu'on se creuse vraiment la tête pour aller plus loin? Enfin, je sais pas, ça c'est une question aussi pour les auteurs, hein, mais qu'est-ce que ça émane en termes de création, ces contraintes financières finalement? Merci beaucoup. Oui, merci. Non, c'est passionnant cette table ronde, merci beaucoup. Moi, juste, je n'ai pas forcément posé une question, plutôt apporter un témoignage, parce que je suis en plein dans ces réflexions aussi en tant que producteur de films, d'auteurs vraiment peu financés en général. Et en fait, c'est intéressant de remarquer qu'on a d'un côté Justine qui dit que les déposants ne peuvent déposer qu'une seule fois. Être aidés qu'une seule fois, bah, oui, enfin, oui, d'accord, ils peuvent être aidés qu'une seule fois, donc ils peuvent pas, c'est pas quelque chose, c'est pas un système qu'on essaye d'instaurer. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et en même temps, il y a vous qui dites que même si vous avez fait plein de films et voire des longs métrages, vous avez envie de temps en temps, éventuellement, de repasser par une expérimentation ou quelque chose qui sort complètement des sentiers battus, sans scénario. Et voilà. Et là, c'est pas forcément une première œuvre, comme c'est le cas là dans ce que nous raconte Justine. Donc c'est intéressant de voir qu'on a à la fois l'idée de l'émergence et l'idée de l'expérimentation, j'ai l'impression. Et dans les deux cas, par contre, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément viable, qu'on ne peut pas forcément gagner de l'argent dessus, ou en tout cas qu'on ne peut pas faire que ça, si on veut vivre de notre métier de producteur ou de réalisateur ou de chef déco. Donc, enfin, moi, c'est la question que je me pose en fait. En ce moment, c'est comment je fais pour continuer, parce que moi, ça devient plus viable en fait. Et là, j'ai l'impression qu'Alexandre t'a un petit peu commencé à répondre, parce que tu disais il faut tenter de pénétrer le marché. Moi, j'ai l'impression que peut-être qu'il faut créer un nouveau marché. Je ne sais pas. L'aide, je ne sais plus qui a parlé d'une, je crois que c'était aussi la Belgique du coup, qui a parlé d'une aide pour accompagner les films en sortie événementielle. Moi, je distribue certains des films que je produis, que je coproduis, des longs métrages. Je les distribue moi-même, c'est forcément en événementiel, mais ça, on ne gagne jamais d'argent, on arrive à peu près à ne pas en perdre. Mais peut-être que, parce que du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit créer des nouvelles aides pour que ces films d'émergence ou d'expérimentation existe mieux, ou est-ce qu'on doit créer un marché pour que, in fine, on puisse quand même en vivre,
Enfin, voilà, c'est vraiment des questions très ouvertes, j'ai l'impression. Alors, juste avant que tu répondes, Alex, il y a quelqu'un. Oui, c'est un peu complémentaire. C'est vraiment complémentaire de la question qui vient d'être posée. Et effectivement, j'étais intéressée par ce que disait Alexandre Perrier, parce que c'est vraiment... C'est possible aujourd'hui de faire des films de différentes façons, c'est possible d'aller éventuellement trouver de l'argent privé, etc. Mais ce hiatus entre liberté de créer et marché enlève le sens de ce qu'on fait. Par ailleurs, je suis persuadée, parce que créer des nouvelles subventions, c'est bien, mais sortir du système de subvention, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a un marché pour les films de contrebande, et comment est-ce que c'est une case à la télé? Enfin là, vraiment, je suis curieuse de savoir quelles pourraient être les idées. Si on a des cases de diffusion, si on a un marché comme ça parallèle et vraiment où on revendique des films faits autrement, eh ben, on va pouvoir trouver de l'argent privé puisqu'il y a de la diffusion, puisqu'il y a un public. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir de récupérer des miettes de subventions puisqu'on aura une possibilité d'exposition, donc la possibilité d'intéresser notamment sur de l'argent privé. La question, c'est quels sont les diffuseurs, enfin, je pense à la fois aux chaînes télé évidemment et aux plateformes, mais aussi aux lieux de cinéma, aux exploitants. Alors je sais que déjà ceux qui luttent pour l'art et essai luttent pour l'art et essai, donc lutter pour, en plus des films de contrebande, je vais reprendre cette expression-là, je ne sais pas si c'est réaliste. Moi je pense que l'avenir du cinéma indépendant différent, c'est vraiment éditorialiser des lieux, c'est vraiment le partage autour d'un cinéma autre. Voilà, mais ça m'intéresse si Alexandre a quelques idées là-dessus aussi. Je suis au même stade que tout le monde, hein. C'est-à-dire que moi, je répétais ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il faut développer ce dispositif, développer les auteurs. En fait, c'est eux qu'il faut faire rentrer justement dans des préachats de chaînes, avec des distributeurs et des vendeurs qui mettent des DMG. Donc il faut créer une valeur des auteurs, voilà, une valeur sur le marché. Et je reprends des termes qui sont très clairs, hein, parce que pour moi, le cinéma reste une industrie avant tout. Ça demande souvent des... Alors, on peut faire des films avec une petite caméra, mais à un moment, là par exemple, si on veut juste ne pas se limiter tout le temps à un dispositif, si on veut agrandir, et le cas d'Emmanuel Mar, là on tourne son film dans une semaine, est assez probant, parce que après Rien à foutre, qui a relativement bien marché, mais qu'on avait fait à 1,8 million quand même, mais en une équipe de 5 personnes, un dispositif, tournage en 3 fois, enfin dans des choses très artisanales quelque part. Son nouveau film, il se passe en 40 dans un film d'époque. Donc il est beaucoup plus cher. Et il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Donc si à un moment, on ne veut pas se cantonner à dire « Bon, ce cinéma-là va parler que de films, de sujets contemporains qui se passent dans des maisons, dans des machins », si à un moment, on veut avoir des projets plus ambitieux, et ce qui est intéressant, c'est de garder l'esprit de la manière dont c'est fait. Garder le dispositif, c'est-à-dire de ne pas se dire « Parce qu'on a de l'argent, donc on fait n'importe quoi. On a de l'argent, on avance », il manque toujours de l'argent. Et c'est là où, en fait, se rattacher à qu'est-ce qui fait que son cinéma touche les gens, qu'est-ce qui fait que ça plaît, c'est du temps de tournage, c'est de la liberté d'improvisation avec des auteurs, c'est pouvoir revenir plusieurs fois sur des lieux pour reconstruire son image, c'est de faire des allers-retours entre la table et le plateau, la table de montage. Donc c'est tous ces éléments-là qui fait que son cinéma interpelle, j'espère qu'il interpellera. Mais voilà, donc c'est vraiment faire grandir le désir d'un auteur et qu'on lui donne plus de moyens. Et voilà, et je pense que c'est comme ça qu'on crée justement, qu'on trouve des portes de sortie et que là on se développe. C'est-à-dire que voilà, le Paloma, on l'a fait comme ça à 300 000 €. Il est allé la semaine avec que des films qui étaient entre 2 et 4,5. Et maintenant le prochain,
forcément il est attendu par le marché et on a créé un désir de voir cet auteur. Et c'est ça qui va nous permettre justement le prochain de s'autoriser à le penser de manière plus libre dans les contraintes. On parlait tout à l'heure que c'était des carcans qu'il fallait penser dès le départ en disant tu peux tourner mais le carcan c'est ça, trouve une idée, écris un film pour ça. Là c'est de dire maintenant écris le film, l'histoire que tu as envie d'écrire. Et voilà. Et je pense que ce passage entre les deux, il est primordial pour pas exister dans un ghetto dans lequel nous mettraient des subventions, dans lequel nous mettraient ces petites économies, quels que soient les gens, les techniciens, les techniciennes, les auteurs, les autrices, les producteurs. Il faut qu'on puisse rentrer sur le marché, il faut qu'on puisse être accepté et que le public dise ah ben en fait moi ça m'intéresse. C'est tout juste quand tout d'un coup on fait des entrées avec un film, et ben après quand on revient on dit on a fait des entrées, donc ce film là il existe, les gens ont envie de le voir et il faut pouvoir parler de ça. Votre réflexion me fait penser à une chose, parce que souvent les festivals ils sont en billetterie non commerciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remontée de recettes. Nous au FIFIM on est en billetterie commerciale, ce qui veut dire qu'il y a une remontée de recettes, et toutes nos projections contrebande elles sont complètes, les gens ont hyper envie de voir les films. Donc peut-être que c'est aussi une réflexion à avoir sur la billetterie commerciale, non commerciale. Il y a beaucoup de lieux alternatifs qui ne peuvent pas faire remonter de recettes parce que les usages font qu'il y a de la billetterie non commerciale. Donc je sais que c'est plus compliqué d'avoir une billetterie commerciale, mais que ça vaudrait vraiment le coup de s'y pencher parce que les gens, le public, a quand même une vraie envie pour ce type de film. Pardon, ce que il me semble, juste, je vous laisse la parole. Ce que décrit Alexandre aussi, c'est quand même une trajectoire. Je crois que il y a, à un moment donné, il y a un truc dans les starting blocks qui est cassé pour une génération de cinéastes confrontés à des modalités d'évaluation, on l'a beaucoup dit, et c'est le constat commun de l'administration belge, des cinéastes belges, des cinéastes français. Qu'en est-il de l'administration française du cinéma sur le starting block ne fonctionne plus? Le starter ne fonctionne plus. Et j'ai connu une époque où... parce que quand pour avoir parlé avec, évidemment, les personnes qui sont autour de cette table, mais aussi d'autres, je me suis rendu compte que finalement, j'ai eu la chance d'accompagner une génération de cinéastes et de producteurs en moyen métrage dans le courant des années 90. Ces films sortaient en salle, je pense notamment à Corps inflammables de Jacques Maillot, ou même La vie des morts d'Arnaud Desplechin, ou La beauté du monde d'Yves Comon. Desplechin mis à part, il n'y a plus de nouvelles de ces cinéastes, sauf parfois pour certains d'entre eux dans la rubrique nécrologique parce qu'ils ne tournent plus. Et je pèse mes mots. Il y a un an, il y a un grand cinéaste français qui s'appelle Laurent Achard qui a disparu parce qu'il ne tournait plus, Laurent. Et le marché ne voulait pas de lui. Et le marché aussi généré par l'institution, par la convention, pour ne pas dire le conformisme. Parce que ce sont des singularités, ce sont des personnalités hors normes. Donc c'est cette attention-là, cette empathie qui me paraît moins à l'œuvre aujourd'hui dans certains dispositifs publics, c'est pour Noémie, je trouve ça préoccupant. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci pour la proposition, enfin la réflexion sur entrée commerciale, non commerciale. Ce qui m'a frappé il y a quelques années, j'avais un film au FID, donc FID, richesse de forme, des films à part, etc. Le public qui vient là est hyper content de découvrir ça. De tout le festival, il y avait 2 distributeurs qui venaient découvrir les films, dont un local que tout le monde connaît, chez LAC. Il n'y avait que 2 distributeurs qui étaient là. Donc il y avait tous ces longs métrages totalement atypiques, sélectionnés par par un goût, on le partage ou on ne le partage pas, sélectionnés par un goût, mais il n'y avait aucune réflexion, et là c'est vraiment pas pour taper sur le feed, il n'y avait pas de réflexion sur, on met en avant dans ce magnifique écrin ces films-là, et on n'imagine pas un pont avec la diffusion. Il n'y avait pas de chaîne télé, il n'y avait que 2 distributeurs.
il n'y a pas d'après, quoi. Alors, il y a des après qui existent, après les festivals, des reprises en salle, par exemple, c'est quelque chose qui existe et qui est super. Peut-être qu'on peut développer des choses comme ça, tu vois, des partenariats avec les salles après, même par rapport à des films que vous n'auriez pas le temps de montrer pendant le festival, mais que vous pourriez labelliser. C'est vraiment mon idée, c'est comment créer un... parce qu'évidemment, je suis d'accord, accompagner les auteurs et les intégrer au système en gardant l'esprit, super. On rêve tous de faire ça, il n'y a pas de la place pour tout le monde, et on n'a pas forcément une oreille attentive. Voilà, effectivement, ce système du préachat qui fait qu'après, si on a fait son film tout seul, c'est la croix et la bannière pour vendre son film si on n'a pas une super exposition festival. Les distributeurs, pareil, beaucoup plus dur à choper si on a fait son film de son côté, etc. Il y a certainement la possibilité de valoriser ces productions qui n'ont pas été faites dans l'ordre du marché. Et l'ordre du marché est vraiment à remettre en question. On voit aujourd'hui la vente inter, bon, elle s'écroule, hein, la vente inter, ok, mais il n'y a aucun intérêt de la vente inter pour ce type d'œuvre. Oui, c'est vrai, mais je pense que ce qui est aussi à l'œuvre, c'est des nouveaux modèles de coopération, sans doute. Complètement. Pardon, je t'en prie. Non, mais c'était sur ça, du coup, sur les festivals, on est en train d'initier une étude au niveau national sur les festivals de cinéma. Je pense que les festivals sont dans une organisation qui, parfois, ils ont du mal à réinventer. Donc, la réflexion est en train d'être menée. Les nouveaux modèles vont bientôt arriver, mais d'ici 2-3 ans, j'espère. Mais en tout cas, c'est un long chemin. Mais les réflexions, elles sont en cours et j'initie une étude sur les festivals. J'espère que le CNC sera partenaire. Parce que vous pourriez aussi être prescripteur par rapport aux salles, parce qu'on voit tout le boulot. Alors, là aussi, c'est pas pour marcher sur les plates-bandes des distributeurs. Néanmoins, les distributeurs, ça suffit pas non plus. Comment être prescripteur, et les salles, ils n'ont pas le temps de tout voir. Ce travail que vous faites en amont de sélection des films, il y a un rôle de prescription qui peut être fait. Ça peut être déjà validé par un public, des œuvres qui obtiennent des prix du public, etc. Donc il y a déjà cette mise en avant. Comment la continuer, en fait, pour élargir ce marché à partir d'un début de sélection, de mise en avant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une réflexion au sein des communautés professionnelles néo-aquitaines en matière de cinéma, d'une fédération qui associe les auteurs, les producteurs, les festivals, les techniciens, les industries techniques. On n'en a pas parlé, mais les industries techniques sont absolument prédominantes, déterminantes, pardon, dans la mise en œuvre de ces productions légères. C'est littéralement des coproducteurs, en réalité. Justine, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup vraiment pour, depuis le début, l'attention et le temps partagé. Avec grand plaisir. Merci à Alka. Et juste pour vous dire qu'il y a un pot à 17h au cinéma au Rex. Donc au Rex à 17h. J'espère que le pot n'est pas un pot économie légère quand même. Écoute, on verra. Mais merci beaucoup Justine. À la prochaine. Merci à tous. Merci.